Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Packer. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, on va revenir sur la preview de la Week 6. Week 6, toutes les semaines on a l'impression de le dire, mais ça avance. On va de plus en plus approcher des playoffs. En tout cas, là on arrive au premier tiers. Le temps passe, les équipes trépassent, il y a un flot de blessures. Néanmoins, ici au Front Office, on est du solide, on a un roster complet, on tient la route. Et d'ailleurs, je suis avec le meilleur. Alors, le punchliner préféré. Alors, il vous le dira pas parce qu'il est modeste. Ces punchlines ont ému l'humour français. Et en juin 2025, il fera la première partie de Kev Adams. C'est Doug. Doug, comment vas-tu ? Quelle présentation incroyable. Merci beaucoup. Bah écoute, ça va. Très bel hommage que tu me rends, hein. Merci. Et effectivement, on voit que les deux historiques que sont GG et Alex sont de moins en moins là. Ils se Alain Mattéifient de plus en plus, hein. D'ailleurs, attendez-vous à avoir énormément de pubs maintenant, hein. Là, on va avoir la monétisation bientôt. Va y avoir des pubs avant, après, pendant, tout le temps, quoi. Voilà. On va suivre le mouvement. Ouais, tout à fait. Alors, bien sûr, on vous rappelle, vous nous suivez sur les réseaux, le front office sur X ou Twitter, d'où tu n'y es toujours pas. L'irréductible gaulois qui reste du côté d'Instagram. Sur Instagram aussi, on est présent. Bien sûr, vous n'oubliez pas, il y a le Discord. Toujours plus du monde. Alors, maintenant, ça vient plus calmement, mais il y a toujours du monde qui arrive chaque semaine. Ça discute de plus en plus. On remercie d'ailleurs tous ceux. Alors, j'ai pas tous les noms, mais voilà. Prince, Ch'ti Nordique, Guilty, tous ces gens Vixen, qui font... Albiniesta. Ouais, voilà, tous ces gens qui participent énormément sur le Discord et qui discutent de leur équipe, mais pas que. Donc vraiment un grand merci. Houstonien, ouais, gros big up à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord, n'hésitez pas aussi à aller sur YouTube pour revoir les anciens podcasts, le dernier live Twitch avec le top 11, le magnifique top 11 où GG et moi-même on se sentait un petit peu seuls au monde, mais on était fiers et on est fiers de nos convictions. Et puis voilà, et puis surtout une bonne week 6 d'avance à tout le monde. Donc Doug, je te propose, on va commencer avec le moment consulting, la question de la semaine par un certain PA. Je crois qu'on le connaît un petit peu, ce petit trublion du côté des New England Patriots. Ensuite, on reviendra bien sûr sur le Saturday Night Football qui s'est joué cette nuit. Donc j'espère que tu as bien vu le match, Doug. Oui. Le gros projet avec le match de la semaine. Alors, petit indice, on vous laisse deviner. Doug supporte les Bucks, je supporte les Saints. Donc, on vous laisse deviner quel sera le gros projet, le match de la semaine. On fera ensuite les heures sup et puis le 2/22 minutes warning des familles. Donc, Doug, je te propose la question de la semaine par l'ami PA. Salé, premier coach viré, qui va le suivre ? Eh ben, je te laisse répondre. Déjà, c'est plutôt une surprise que ça soit Salé le premier coach viré. On va d'abord parler de lui. Je pense qu'il y avait d'autres leviers du côté de New York que de virer Salé. Ceci dit, moi, je pense qu'il aurait même pas dû passer la saison dernière, blessure de Rodgers ou pas, parce qu'on a vu sa gestion de Wilson complètement dégueulasse. Zach, le quarterback, si on peut appeler ça un quarterback. Donc, je pense qu'il aurait déjà dû sauter l'année dernière. Et là, on voit que l'ami Aaron a encore tiré les ficelles, on dirait, derrière pour protéger son copain Nathaniel Hackett, qui a quelques trous dans la raquette aussi et qui pose problème au niveau de l'attaque, surtout des Jets. D'ailleurs, petit hommage quand même à l'époque où Aaron Rodgers jouait encore au football. Voilà, on t'aimait à cette époque, Aaron. Et non, voilà, c'est Salé qui sort en premier. D'une façon générale, c'est mérité. Mais je pense pas ce qui va sauver l'équipe sur cette saison. Ouais, moi je te rejoins totalement sur ça.
On fait un petit rappel quand même, mais sur le bilan de Saleh en tant que head coach des Jets, c'est 56 matchs, 20 victoires, 36 défaites. Et je pense que tu l'as bien dit, tu l'as bien souligné, mais ouais, Saleh finalement, il fallait qu'il saute quand même. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, elle s'appelle Nathaniel Hackett. Je pense qu'il y a un gros problème là-dessus. Et alors, ouais, Rodgers n'est peut-être plus que l'ombre de lui-même. Moi, j'y crois encore en Rodgers. Hein. Je l'avais mis dans le classement, donc je vais défendre. Moi aussi, je l'ai mis. Hein. Ouais, tu l'avais mis. Ouais, mais Ouais. bon, c'était GG et moi, on l'avait été plus gentil, peut-être plus généreux aussi. Mais voilà. Mais néanmoins, c'est vrai que Saleh, je pense que ça va pas régler complètement le problème. Et j'ai l'impression que les Jets vont encore passer une saison un petit peu sur le côté. Et on va encore dire, c'est très Jets, c'est très ADN Jets, tout ça. Et malheureusement, est-ce que la saison prochaine, ils pourront encore rebondir avec un Aaron Rodgers avec 1 an de plus Ça, franchement... Et c'est surtout qu'en plus, il le remplace par le coordinateur défensif, du coup, qui prend sa place. Ça veut dire que du côté de l'offense, du côté du ballon où ça pose problème, on change rien du tout. Ouais. Tu aurais viré Saleh pour aller mettre un coach offensif et tu laisses Hackett pour faire plaisir à Rodgers à la limite, avec des prérogatives un petit peu baissées, où il fait plus les appels de jeu, des choses comme ça. À la limite, ça aurait du sens. Là, tu fais sauter un fusible sur une installation qui est mal faite, donc à voir. À voir, en effet. Bon, en tout cas, là, on s'est un petit peu attardé du coup sur Saleh. Moi, pour le coup, Doug, je vais t'en proposer. J'avais marqué, donc, parce que la question était Saleh, premier coach viré, qui va le suivre? Moi, j'avais marqué 2-3 noms. Par rapport au bilan, mais aussi où je pense qu'à un moment, il faut peut-être passer à autre chose. Il faut peut-être tourner la page pour les franchises, surtout. D'un côté, j'avais Doug Pederson. Oui. Du côté des Jags, arrivé en 2022, 39 matchs, 19 victoires, 20 défaites. Ils sont allés en play-off, une victoire, une défaite. Et cette saison, ils ont un bilan de 1-4. Donc pour l'instant, c'est assez mauvais. J'avais aussi Zach Taylor du côté des Bengals, parce que je pense parce que Zach Taylor en poste depuis 2019, 87 matchs, 38 victoires, 48 défaites et 1 match nul. Et en play-off, un peu plus glorieux quand même, 5-2 en termes de play-off, c'est aller jusqu'au Super Bowl, hein, bien sûr. Et puis j'avais aussi Nick Sirianni. Je pense que les Eagles, là, il y a un aspect psychologique assez impactant. Et je pense que la tumeur, c'est Sirianni. Et je pense qu'il faut l'enlever. Donc voilà, Sirianni, c'est aux Eagles depuis 2021, 55 matchs, 36 victoires, 19 défaites et un bilan de 2-3 en play-off. Ouais, mais alors, il reflète pas vraiment... Alors déjà, on a le tiercé dans l'ordre. J'avais les mêmes. J'avais exactement les mêmes. Moi, je mettais Sirianni en premier, Taylor, puis Peterson. Mais parce que c'est des franchises qui, pour moi, m'impactaient plus. J'ai l'impression que Peterson mérite tout autant que les autres, même s'il a un très joli prénom. Après, Sirianni, ce qu'il y a sur son bilan par rapport à ce que tu as donné, c'est que le bilan depuis, on va dire, 1 an, il est catastrophique. On a l'équipe qui démarre très fort et derrière qui sombre complètement en fin de saison dernière. On voit que ça clique toujours pas cette année. Donc, il faut absolument, du côté, je pense, de Philadelphie, virer Sirianni et venir mettre un entraîneur qui tiendra ce groupe, parce qu'on voit que ce groupe n'est pas tenu. Et je pense que, clairement, une défaite face à Cleveland, il saute. Il peut sauter ce week-end, clairement. Si Cincinnati, pareil, ne gagne pas à New York, ils vont sauter aussi. Taylor va sauter. Et de la même manière, Jacksonville, alors le match est à Londres, hein, mais bon, c'est sur le terrain de Chicago officiellement, voilà. Pareil, si ces trois entraîneurs-là, je pense, ne passent pas le week-end s'il n'y a pas de victoire. Je sais pas si je serais aussi catégorique que toi, mais c'est plausible, ça me choquerait pas. Moi, Sirianni, il y a un problème aussi. Je pense qu'il y a aussi une rupture avec son QB. J'ai l'impression que, et beaucoup en parlent, hein, j'ai l'impression qu'entre Hurts et Sirianni, ça se comprend plus. Même l'année dernière, hein, il y avait ces images là où Sirianni s'amusait encore à haranguer je ne sais qui sur le terrain, et Jalen Hurts essayait de le faire taire un petit peu. Donc quand à un moment c'est ton QB qui essaie de te gérer, ça devrait être un peu l'inverse. Et puis j'ai l'impression que Sirianni, c'est le genre de mec qui se remet pas en question. Lui, il a son idée, il se dit que c'est bon, que ça va passer, qu'il est bon dans ce qu'il fait.
Ouais, non, à un moment, il va falloir arrêter le massacre. En tout cas, ouais, écoute, on a les 3 mecs qui ressortent. Est-ce que tu avais un autre nom ou c'était vraiment les 3 qui avaient à mettre en lumière? Non, j'avais vraiment ces 3-là, donc on est sur la même longueur d'onde. Bon, et ben c'est parfait. Et ben alors on va aller doucement mais sûrement vers le rewind du Thursday Night Football qui s'est donc joué cette nuit entre les 49ers qui du coup étaient en 2-3 qui se déplaçaient sur le terrain des Seahawks qui étaient en 3-2, match de division. Alors donc voilà, on spoil vite fait avant de commencer à débattre un petit peu, mais du coup les 49ers se sont imposés 36-24 face aux Seahawks. J'ai l'impression vraiment deux mi-temps complètement distinctes. Ça veut dire une première mi-temps maîtrisée du côté des 49ers et Seattle était proche de la noyade. Et en seconde mi-temps, ça s'est un petit peu inversé, mais beaucoup trop d'erreurs du côté des Seahawks qui les a vraiment pénalisés sur tout le match et qui au final donne la victoire aux 49ers. Et d'ailleurs, dommage, ils avaient le moyen de creuser un petit peu l'écart et de prendre vraiment la tête de la division du côté des Seahawks. Donc c'est un petit peu raté. Et puis deux dynamiques différentes. Les Seahawks ont commencé avec que des victoires. Là, c'est sur un petit florilège de défaites. Alors que bon, les 49ers, c'était un coup ça allait, un coup ça n'allait pas. Là, on a l'impression qu'ils ont pris un bon rythme de croisière. J'ai trouvé un très très bon Brock Purdy sur la première mi-temps, où cette année, on le voit, le souci du côté des Niners en attaque, c'est que il manque CMC, et quand il te manque un joueur qui aurait dû être MVP la saison dernière, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et most valuable player, c'est le joueur qui est le plus important dans cet effectif. Et là, clairement, CMC, c'est très 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 compliqué de le remplacer. Alors oui, on a un Jordan Mason qui fait le taf, mais Jordan Mason, il fait le taf comme n'importe quel autre running back pourrait le faire. Il est bon dans son registre de running back nord-sud. Il a des bons cuts, il arrive à avoir les gaps que peuvent lui créer l'intérieur de la ligne offensive, mais il manque le côté CMC qui peut tout faire. Il manque le côté, ça peut déborder sur les extérieurs en courant, ça peut recevoir le ballon, ça peut lancer le ballon, et en fait, les équipes en face doivent faire des plans anti-CMC, et ils doivent absolument pas faire un plan anti-Jordan Mason. Et j'ai trouvé sur cette première mi-temps que pour le coup, Brock Purdy avait un petit peu enfilé une veste qui, pour le moment, il n'avait pas enfilé, de véritable playmaker, où il avait des bonnes lectures, où il a vraiment pris le jeu à son compte, que ça soit à la course, quand il avait des espaces, il allait chercher des premiers downs, que ça soit à la passe, que ça soit... Voilà, je l'ai trouvé très très bon dans ses prises de décision sur la première mi-temps. Et je me suis dit, ah putain, c'est la première fois que je vois Brock Purdy vraiment playmaker, quoi. Pas juste pocket passeur, pas juste gestionnaire du système Shanahan. Je trouvais que il apportait vraiment un plus dans l'équipe. Et ça s'est un petit peu descendu en deuxième mi-temps avec quelques imprécisions de son côté, des passes un petit peu faciles, des screens, etc., qui sont pas arrivés. Donc il est descendu un petit peu en intensité. Mais par contre, effectivement, en face, Seattle, même s'ils sont revenus, il y a eu beaucoup d'erreurs de la part de Geno Smith. Il se fait intercepter 2 fois et pas joli. Mais ces erreurs, elles sont dues à un nom. C'est Nick Bosa. Nick Bosa, 14 pressions sur le match. 14 pressions. Depuis 4 ans, c'est le record, et c'est lui qui détenait déjà le record avant. Donc, quand tu te fais 14 fois courir dessus par un mec qui a des avant-bras que c'est des cuisses, tu fais des erreurs, c'est normal. Donc derrière, on a eu peur pendant un moment que les Niners retombent dans leur travers et n'arrivent pas à finir ce match, mais non, ils ont réussi à bien le terminer avec une course du rookie running back qui s'arrête juste avant et que Kyle Juszczyk vient terminer derrière, donc pour sceller le score, mais victoire solide, voilà, c'est ce qu'on attend des Niners en fait, une victoire comme ça. Ouais, je te rejoins. J'ai l'impression, pareil, Nick Bosa, en début de saison, il était un petit peu effacé. Il avait beaucoup moins d'impact, et tu sens que depuis qu'il est en forme et qu'il revient vraiment à 100% et qu'il met cette pression constante sur le QB adverse, déjà la défense de San Francisco se porte beaucoup mieux.
Je suis d'accord avec toi. Brock Purdy, vraiment, moi j'aime beaucoup ce QB. On l'a bien placé hein, dans le fameux top 11, on en discutait. Nous, on aime beaucoup. Et je trouve qu'il a beaucoup de sang-froid, il a une bonne lecture, il sait faire les bonnes actions et surtout, il fait peu d'erreurs. Et en fait, c'est une base solide parce que même s'il n'est pas transcendant à chaque action, le fait déjà qu'il ne fasse pas d'erreurs, ça permet d'avoir une attaque constante. Alors CMC, ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'il cristallise normalement beaucoup de dangers à lui tout seul et tous les regards au niveau de la défense sont tournés vers lui et tu sens qu'il y a un vrai manque cette année. Néanmoins, là où je suis peut-être moins d'accord avec toi, c'est que de toute façon, Purdy, il a des cibles. Hein. Il a Kittle, il a Ayuk, il a Deebo Samuel, il a... alors je vais écorcher son nom, il a Juszczyk aussi, qui est plutôt pas mal. Juszczyk. Ouais, Juszczyk, voilà. Bon, je l'ai totalement détruit son prénom et son nom. Et... G comme si tu utilisais un chèque. Juszczyk. Juszczyk, voilà. En tout cas, au niveau des cibles, je pense qu'il en a quand même assez. Et moi, j'ai bien aimé justement le jeu au sol parce que pareil, moi, il commence à me saouler les 49ers. C'est-à-dire, ils sortent des joueurs de leur chapeau comme un magicien en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas CMC au sol, bah, c'est pas grave, on a Mason. Et Mason, à un moment, du coup, bah, il est sorti. Hein, il est sorti sur blessure, il s'est fait toucher. Ouais. Et puis là, on a le running back 3, Isaac Guerrero. Et pareil, il te fait un match solide, incroyable. C'est 10 portées, 99 yards. Donc c'est incroyable. En fait. Les mecs, parce que le système, il est trop bien fait. Le système est bien fait, mais ils ont quand même un roster qui est bien profond aussi. Et ça, je pense que ça joue, parce qu'il faut aussi avoir les joueurs derrière. Le système ne peut pas tout faire, tu vois. Les joueurs bonifient le système et le système bonifie les joueurs. C'est un peu donnant-donnant. Ben, pour prendre un petit peu de hauteur, comme on aime bien le faire dans le front office, c'est typique des équipes qui sont bien classées à la draft. Une équipe qui est bien classée à la draft, elle va pouvoir venir apporter de la profondeur, elle va pouvoir venir tenter des coups, etc. Elle n'est pas obligée de combler des besoins. Là, quand on sort de la saison précédente, quels besoins ont à combler les Niners ? Franchement, l'équipe est déjà ultra complète, etc. Et ils peuvent se permettre de venir rajouter des joueurs comme ça. Donc moi, ça ne m'étonne pas tant que ça qu'on se retrouve avec des top players derrière. Ouais, tout à fait. Et pour le cas de Geno Smith, j'ai l'impression que Seattle, ça va être un peu ça toute la saison. J'ai l'impression qu'ils vont vivre et mourir avec Geno Smith en fait. Ça veut dire que quand Geno Smith ne fera pas d'erreur et sera à 100%, Seattle sera un danger permanent. Et quand Geno Smith il sera un petit peu moins bien finalement, bah, ils vont mourir avec lui. Et c'est un petit peu ça qui s'est passé dans ce match. C'est-à-dire qu'en première période, Geno Smith il était totalement à l'ouest, il était totalement perdu, il faisait que des mauvaises erreurs, que des mauvais choix. Et ça s'est ressenti. Et alors que en seconde période, il s'est ressaisi et là tout de suite, bah, les Seahawks ils se sont saisis dans leur ensemble. Alors par contre, il faut quand même avouer, hein, il a une fiche il a fait 52 lancés et il en a réussi 30. Donc, il a surjoué sur le jeu de passe. Alors forcément, hein, je crois qu'à la mi-temps, il y avait 16-3 si je ne m'abuse. C'est ça. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, tu es obligé de jouer à la passe parce que la course, ça ne va pas te faire avancer assez vite et ça va te faire manger le chrono. Donc forcément... alors après voilà, il n'a pas envoyé que des bons ballons, mais il faut peut-être aussi voir du côté des receveurs parce que le nombre de targets avec le nombre de réceptions pour chaque joueur c'est aussi il y a un gros problème hein. Et le meilleur receveur du match du côté des Seahawks c'est Lockett, 4 réceptions sur 8 targets, 65 yards. Ah, ça va pas hein. Ouais, j'ai l'impression, j'ai entendu allez Marty, reviens, monte dans la DeLorean quoi. Tyler Lockett, meilleur receveur, c'était assez inattendu. Mais après, Geno Smith, il va pas jouer Nick Bosa tous les week-ends non plus. Mais bon, ils seront pas en finale de conf comme l'avait annoncé GG. Cette équipe est trop faible pour ça. Le petit tacle AGG Nostradamus qui fait plaisir. Non mais en tout cas, voilà. Alors, je sais plus contre qui les Seahawks se jouent pour le prochain match. On va regarder ça. Est-ce que tu as autre chose à dire en attendant le temps que je nous trouve ça? Non, on a fait le tour. Ouais. Du coup, ça relance complètement quand même la division. Ils sont tous les deux en 3-3, mais avec des dynamiques différentes, comme tu as dit. Ouais. Voilà, les Niners reprennent du coup avec le tiebreaker la place qui doivent aller chercher sur cette division. Donc
voilà, ça rentre un petit peu dans l'ordre par rapport à ce qu'on avait pu prévoir. En effet. Et du coup, pour la semaine prochaine, alors, sans s'avancer bien sûr, mais Seattle se déplace à Atlanta, voilà, duel de Piaf, pendant que San Francisco va recevoir Kansas City. Alors là, il va y avoir un gros match. Ouais. Le rewind du dernier Super Bowl. Exactement. Alors du coup, je te propose de passer au gros projet. Et alors là, le suspense est Total. Il est total. Buccaneers Saints, les Bucks qui vont du coup se déplacer au Superdome. Les Bucks avec Et heureusement. Oui, heureusement. Oui, Heureusement, hein, si on peut commencer par ça, je veux juste apporter tout mon soutien à la communauté floridienne suite au passage de l'ouragan Milton. Et je me tiens à leur disposition pour venir reconstruire l'État en échange d'une petite green card. Voilà. Ben voilà, le message est passé. Tu recevras un mail d'ici quelques jours. Vérifie bien tes spams, surtout. Du coup, on a les Bucks qui sont en 3-2 contre les Saints qui sont en 2-3. Alors là, on a deux dynamiques complètement différentes. Est-ce que tu veux commencer, Douga, un peu à en parler ? Oui, on a une dynamique différente. Oui et non, c'est vrai qu'on a les Saints qui ont fait quand même un très très gros début de saison, qui a surpris tout le monde, même toi j'imagine. Oh là là, ils m'ont vendu du rêve. Ils t'ont vendu du rêve, et puis il y a un élément que t'as pas encore évoqué, c'est la blessure de Carr qui va, je pense, leur mettre un petit coup d'arrêt. Spencer Rattler qui va commencer du côté de la Nouvelle-Orléans. Et commencer son premier match titulaire en NFL face à la défense des Bucks, c'est pas un cadeau du tout, quoi. Voilà, c'est compliqué. Donc après c'est toujours pareil, c'est les matchs de division, c'est des matchs qui seront tout le temps disputés, etc. Mais je vois un gros avantage pour les Bucks sur ce match-là. Ouais, bah du coup même on peut un petit peu s'arrêter sur ça. Moi je vais le dire sur le sujet d'après. J'avais normalement mis je voulais parler de Drake May et de Spencer Rattler, justement les rookies qui vont être lancés dans l'arène, mais vu qu'on allait parler des Saints et donc forcément de Rattler, je me suis ravisé pour changer de sujet, pour éviter de faire doublon. Mais moi je suis d'accord, sur le Discord on en a un peu discuté, la commu on en a un peu discuté. Moi je suis pas fan de mettre Rattler sur ce match pour deux raisons. C'est que premièrement ça va être contre les Bucks, donc forcément ça va taper, et que la ligne a un problème, et on le voit tout de suite, hein, parce que Carr, sa ligne a fait le boulot les 2 premières semaines, et ça se voyait, il avait du temps pour lancer, et quand Carr a du temps pour lancer, c'est un très bon QB, bonne vision de jeu et bon bras. Et à partir de la week 3, ça s'est totalement écroulé à ce niveau-là, et donc moi j'ai peur pour Rattler de ce côté-là. Et donc, moi, j'aurais préféré mettre Haener. Alors, par contre, j'avais dit que Haener, j'étais pas du tout en confiance parce que pour le peu qu'on en avait vu, j'étais pas du tout convaincu par le gars. Alors, ça va peut-être être un petit peu brut de décoffrage ce que je vais dire, mais je l'aurais peut-être mis en limite en sacrifice, tu vois, à ce compte-là. Ouais, c'est ça. Parce que là, Rattler, en fait, ça va être le cas. Rattler, s'il s'en prend tout le match plein la tronche. Tu peux cramer un joueur. Tu peux le cramer. Tu peux cramer ton projet. Tu peux le cramer sous différentes façons. Tu peux le cramer psychologiquement. Le mec, déjà, premier match, il se foire totalement. Il va y repenser. Et du coup, pour les semaines d'après, ça va pas être bon pour lui. Tu peux aussi le cramer tout simplement. Il sort sur blessure. Voilà, il se prend un gros choc. Là, Vita Vea, il se prend un frigo d'une tonne et demie sur le bras, sur la jambe. Et puis, merci, au revoir. Les hommes de la pirogue comme Vita Vea, là, ça fait pas rire. Hein. Ils sont durs en plus, on dirait qu'ils sont gros, mais c'est des armoires médiévales. Exactement, et surtout, on en parle à chaque fois, mais les Bucks et les Saints, ce sont de grosses défenses, ce sont des défenses avec des joueurs d'expérience, et c'est un match de division, c'est-à-dire que les mecs, ils vont être en termes de hype, motivation. De motivation, ils vont être elle va être décuplée en fait, parce qu'ils vont vouloir écraser l'adversaire. Hein, d'ailleurs, on peut faire déjà le pari à quel moment du match Latimore et Evans vont se mettre sur la tronche. Parce que forcément, ça va arriver. Un classico. C'est un classico.
Ils ont été appelés par Dana White pour faire un petit truc à côté, mais ça a été refusé. Mais chaque année, voilà, on a notre petit combat entre les deux. Surtout que j'aime pas parce qu'à chaque fois qu'il y a ça, souvent les Saints sont devant et à partir du moment où il y a le combat, après c'est fini et les Bucks se reviennent et nous dépassent et puis nous battent. Enfin bref, ça ce n'est qu'une parenthèse. Mais du coup, moi je suis pas du tout fan de Rattler. Après, voilà, faut bien mettre quelqu'un. Rattler, c'est quand même un très bon coup au niveau de la draft. Ça, tout le monde l'a souligné. Et moi, le premier, je suis très content. Non, attention, tu viens de dire, je suis pas du tout fan de Rattler. Non, t'es pas du tout fan du QB2. Ouais, de Hainer, oui. Je suis pas fan de ouais. Hainer. Par contre, voilà, je suis pas fan de mettre Rattler du coup sur ce match-là. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même plus de potentiel. Et pour moi, c'est vraiment le QB projet sur le long terme et le bon coup des Saints. Donc, on verra bien. C'est vrai. On verra bien. Après, au niveau des autres, parce que bon, il n'y a pas que des QB dans la vie, il y a aussi d'autres joueurs. Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose? Est-ce que tu as envie d'appuyer sur quoi peut-être les Bucks vont s'appuyer pour battre les Saints? Ils vont s'appuyer comme tout le temps sur un jeu de passe, hein, parce que c'est le gros problème des Bucks, c'est qu'on n'a pas de jeu de course depuis 2 ans. On a Rashad White qui monte des meilleures choses. On a Bucky Irving qui monte des choses pas trop mal aussi quand il fait pas fumble pour faire perdre le match. Mais voilà, c'est très light de ce côté-là, surtout avec une ligne offensive qui est plutôt dominante. On aimerait voir un vrai gros running back derrière cette ligne, venir appuyer le jeu au sol, du coup qui libérera encore plus d'espace pour Mike Evans et Chris Godwin, parce que on va mettre un petit peu de monde dans la boîte du côté de l'adversaire en défense. Donc on aimerait, mais ouais, ça va s'appuyer sur du jeu de course comme d'habitude. Et on a quand même un beau début de saison du côté de Kay Doughton, le tight end des Bucks, qui monte un petit peu en puissance et qui devient un petit peu le go-to guy de la vraie soupape de sécurité de Mayfield. Donc c'est pas mal. Ouais, totalement d'accord avec toi. De toute façon, j'ai l'impression, pareillement aussi, ça va aussi jouer du côté de Mayfield, hein, parce que Mayfield, pareil, il va faire un bon match, un match solide, mais pareil, s'il fait un match exceptionnel, les Bucks vont voler largement au-dessus. Par contre, s'il se trouve un petit peu, il y aura peut-être quelques problèmes. Donc attention aussi à de ce côté-là, parce que autant les Saints sont peut-être blessés au niveau offensif, mais ça reste une défense très très solide. Et on est en 2-3, on a commencé en 2-0, et puis on enchaîne 3 défaites d'affilée, mais faut dire qu'à chaque fois on perdait de peu, et c'est en partie aussi grâce à cette défense qui maintenait les Saints en vie, et puis après 2-3 coups d'éclat, de quart, et notamment, alors, et c'est là où pour moi c'est le gros problème des Saints, c'est oui d'accord, donc il n'y a plus que Carmichael, je suis très content, et avec Kubiak c'est pas mal, notamment au niveau des play calling et tout, c'est diversifié. Par contre, il y a un truc qui n'a pas changé. Alors, ça s'est un peu inversé au niveau peut-être des joueurs, mais on surjoue sur Alvin Kamara. C'est-à-dire que Alvin Kamara, il est au four, il est au moulin, il est au champ, il fait tout ce que tu veux. C'est incroyable. Mais on va le cramer, le gars, à un moment dans la saison. Il ne pourra pas tenir ce rythme-là toute la saison. Donc il y a Alvin Kamara et il y a Rachid Shaheed. J'ai l'impression que Chris Olave, on ne sait pas où il a disparu, on ne sait pas où il est. Et limite, je ne sais plus où je l'avais lu, mais il y a même des voix qui s'élèvent en se disant mais est-ce que Chris Olave, dans la hiérarchie, il est pas repassé receveur 2 ? J'ai bien l'impression, parce que vraiment Chris Olave depuis le début de saison on ne le voit pas, la connexion, pourtant en fin de saison dernière la connexion avec Carr était pas mal, donc là on s'était dit c'était pas mal, mais non, il n'y a que des passes du côté de Shaheed. Pour info, Chris Olave il a 22 réceptions sur 28 targets, et Shaheed il a 19 réceptions sur 34 targets, donc quand même c'est quand même violent. Ah oui, alors surtout voilà, Chris Olave a 28 targets, Alvin Kamara a 28 targets à la passe. C'est-à-dire que Derek Carr a envoyé autant de ballons sur Alvin Kamara que sur Olave. C'est qu'il y a quand même un sacré problème à un moment. Si tu vas plus loin même, ça veut dire que vu que Rachid Shaheed, il reçoit les ballons en profondeur, on est d'accord, parce que c'est sur lui qu'on envoie tous les ballons en profondeur, pas sur Olave. Ça veut dire que Olave a autant de passes qu'Alvin Kamara sur les passes courtes et les passes intermédiaires. Donc il est complètement noyé dans le truc. Ouais, tout à fait, c'est ça.
Donc moi je comprends pas, ça veut dire que finalement, ok on a peut-être un meilleur play calling avec Quebec, mais finalement on est quand même facile à lire niveau offensif. En plus avec une ligne offensive qui se retrouve C'est ça. orpheline un petit peu. Donc non, moi j'ai du mal à voir comment les Saints vont réussir à s'en sortir. On va survivre grâce à la défense et à peut-être un ou deux coups d'éclat. Peut-être que Rattler va nous surprendre aussi. Il va peut-être faire le match de sa vie, le premier de sa vie et le match de sa vie. J'espère, mais ça va être compliqué. Le point positif, c'est qu'on est à la maison. Voilà, je l'avais dit, ça c'est pour nous. Mais bon, est-ce que vraiment ça peut jouer? Je pense que les Bucks, voilà, ils ont l'habitude. Hein, ils se déplacent une fois par an du côté de la Louisiane. Donc voilà, donc je sais pas, je suis quand même dubitatif. Et puis au niveau défensif, je pense qu'on va tenir, mais bon, de l'autre côté, pareil, je pense qu'on joue un peu à jeu égal. Les Bucks aussi, c'est du solide. Donc voilà, ça va surtout jouer au niveau offensif pour les deux formations. T'es en train d'essayer de nous vaudouiser là, de nous dire on va perdre, machin, nanana. Ça marchera pas. Tu es en train d'essayer de faire la méthode Coué du je perds et il va se passer l'inverse, mais non. Ouais, bah je sais pas. Apparemment, GG aurait dit Rattler MVP du match, hein, donc après je vais pas dire. Mais... non, c'est totalement inventé, hein, excusez-moi. Hein. Ne prêtons pas des propos à GG. Il sait très bien les faire tout seul, ces hot takes. On va faire un live spécial où on va dire 3 affirmations que GG a dit. Il y en aura 2 fausses et une vraie. Il faudra trouver laquelle c'est. Il faudra le rajouter, ça. Alex, note-le dans la prochaine Game Zone. C'est 3 hot takes. Il y en a 2 fausses, une vraie de GG. Ça va être un très très bon jeu. Et surtout, voir si GG se souvient de lui-même de ses hot takes. Ça se trouve, il va se tromper et en fait, il va en donner une mauvaise. C'est ça. Parce qu'il en balance, hein, GG. Hein. Mais on l'aime pour ça aussi. C'est le personnage. Voilà, c'est Nostradamus. Et puis, il a pas peur de se mouiller et surtout, il assume jusqu'au bout ses propos. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, il y va. Voilà, bravo GG. En même temps, on parle de football américain, il va pas se faire attraper dans la rue, quoi. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est sûr. En France, on est tranquille à ce niveau-là. On peut donner des dingueries. C'est ça. Doug, on va passer aux heures sup. Donc là, on revient sur peut-être un match, un joueur qui nous donne envie cette semaine. Et vas-y, je te laisse ouvrir. De quoi veux-tu nous parler ? Moi, je vais parler du match entre Détroit qui se déplace du côté de Dallas. Pourquoi ce match, pour moi, il est intéressant? Parce qu'on commence déjà dès la Week 6 à avoir des matchs, pas couperés, mais des matchs en tout cas qui obligent les deux équipes à gagner. Parce que Détroit, il faut absolument qu'ils arrivent à rester au contact des Vikings qui sont hyper surprenants de ce début de saison. Donc, il faut pas perdre ce match-là pour rester au contact, hein, et pas avoir déjà deux défaites là où les Vikings en ont pas. Et Dallas, pareil, ils se retrouvent dans une division où les Commanders carburent vraiment fort. On les voit, eux, même s'ils sont en 3-2, passer en 3-3, ça serait déjà compliqué dans la division, parce qu'on a les Eagles qui peuvent aussi venir jouer les troubles faits, et à force, ils se qualifieront peut-être pas les 3 en play-off. Donc dès cette week 6, on commence déjà à avoir un match où on a 2 favoris en NFC qui se jouent et qui sont un petit peu obligés de gagner. Voilà. Et malgré le fait que ça soit à Dallas, on n'est pas forcément en confiance pour l'équipe de McCarthy. Ouais, totalement d'accord avec toi. Surtout qu'on l'a vu cette année, Dallas avait cette réputation d'être imprenable chez eux et d'être très solide tout cas. Ils se sont fait ouvrir par les Saints. C'était la fin du rêve pour nous, mais en tout cas, on a prouvé que c'était prenable du côté de Dallas. On est passé de Fort Knox au parc Astérix. C'est exactement. Et du coup, et surtout que le début de saison du côté de Détroit, il était un peu mitigé. Ça avait du mal à prendre, et du coup, ils ont laissé s'envoler les Vikings. Mais là, c'est bon. Là, la machine est lancée du côté de Détroit. Oui. Que ce soit offensivement ou défensivement, c'est du solide. Ils sortent de bye, donc ils ont eu le temps de préparer le match. Exactement.
Donc ça va être un match serré. Moi, j'irai du côté des Lions parce que comme tu l'as dit, les Lions là, devant eux, ils ont une équipe qui fait un sans faute pour l'instant. Ils font face à une équipe aussi qui est solide des deux côtés du ballon et les Vikings ils peuvent aller loin. Et cette semaine ils sont en bye week, donc ils risquent pas de gagner les Vikings. Donc c'est le moment pour eux de raccrocher un peu le wagon. Mais du côté des Cowboys, je sais pas. En fait, j'ai l'impression les Cowboys au niveau défensif, ça reste solide et c'est au niveau de l'attaque où tout va se définir et les Cowboys ils peuvent faire le meilleur comme ils peuvent faire le pire et j'ai bien envie de les voir contre cette défense des Lions. Ouais, carrément. T'as tout dit. Et en plus, on va dire les Lions aussi parce qu'on espère que Guilty va nous mettre un Toyota Hilux logotisé le front office. Voilà. Ah, exactement. Oui, il te l'a promis, je crois. Toujours en négociation, oui. Ouais. Oui. Ah, c'est en négoce. Moi, je dis, il te l'a promis. Ouais, il te l'a promis. Allez, c'est vendu dans la semaine. Allez, il a promis, c'est vendu. Allez. Ça, c'est fait. Et du coup, on rappelle, parce que tu as bien fait de le souligner, donc les Vikings, eux, sont en bye week. Du coup, pour les Lions, ils jouent un peu contre eux-mêmes. Et moi, ça me permet de rebondir sur le match que je voulais mettre en avant, parce que du coup, les Cowboys, eux, doivent rattraper les Commanders. Les Commanders qui se déplacent du côté de Baltimore pour un très très gros match. Alors, on l'avait dit sur Discord, tous les deux, on en avait discuté pour la preview. On voulait même mettre ce match. Il n'y avait pas eu forcément Bucks Saints. On aurait mis sur le gros projet, on aurait mis Commanders Ravens, parce que ça c'est le match de la hype. Les Commanders qui, je pense, sont l'équipe qui impressionne le plus depuis le début de saison. Alors, il y avait une team hype au début et puis il y avait les sceptiques. Moi, je faisais un peu partie des sceptiques. Ils m'ont entraîné dans le train de la hype. C'est incroyable. Jayden Daniels, franchement, il fait un début de saison stratosphérique. Il est en lice pour être clairement le rookie offensif de l'année. Même MVP pour le moment. Ouais, même MVP carrément, tu penses ? Bah, en tout cas, on en parle. Il doit être dans le top 5, quoi. Ouais. Je sais pas, moi ça me dérange d'avoir un rookie directement MVP. Je sais pas pour toi. Moi, ce truc-là de potentiellement mettre un rookie directement MVP, j'ai du mal. Bah, il fait des stats assez historiques. Alors après, il bénéficie, on en a parlé la dernière fois. Moi, il me fait mentir par rapport à ma tech du début d'année, mais c'était plus sur le côté quarterback double menace. Et en fait, c'est pas un double menace, c'est un quarterback assez classique, on va dire, qui a quelques problèmes de précision, mais qui du coup est totalement compensé par les très bons appels de Kingsbury, qui joue essentiellement des screens. Et il arrive très bien, ça, pour le coup, à les lire et puis à donner le ballon. Il sait courir quand il a besoin, mais il n'en abuse pas. Depuis, en tout cas, les 2 premiers matchs où c'était un peu plus compliqué, il n'abuse pas de la course parce qu'on a adapté le système aussi par rapport à ce qu'il sait faire. Et de temps en temps, envoyer un ballon profond et il sait le faire aussi. Donc, pour le moment, il fait un très beau début de saison. Et on va voir la différence entre un QB et puis un QB qui, lui, est dit double menace et qui a vraiment du mal. On est d'accord. Moi, ce que j'avais envie de retenir aussi, et c'est vrai que Daniels, franchement, il explose et il devient de plus en plus mature match après match. Moi, le match qui va m'intéresser aussi, ça va être au niveau du sol, parce que du côté des Ravens, alors les Ravens, je sais pas pourquoi, les mecs ils sont restés bloqués en 14-18, c'est la guerre des tranchées chez eux, c'est Verdun tous les jours. C'est ça. Ils sont premiers offensivement au sol, et ils sont premiers défensivement aussi au sol. Ça veut dire que vraiment, les mecs au sol, c'est leur domaine. C'est dommage, c'est des Ravens. Normalement, au niveau des pièces, ça serait plutôt le jeu aérien. Mais ils ont décidé d'être au sol. Donc, incroyable. En gros, c'est tout en terre. Ouais. Mais de ce côté-là, les Commanders, ils sont pas en reste. On a un Brian Robinson on fire. On a un Austin Eckler aussi, ça y est, après un début un petit peu, le temps de s'adapter à sa nouvelle franchise. Puisqu'il avait quitté les Chargers en fin de saison. Ça y est, il est lancé, il a un vrai impact. Il est toujours ce running back feu follet, bon à la course, mais aussi bon à la réception, qui donne vraiment
des possibilités diverses à Daniels. Et puis on a aussi McLaurin, oh là là, McLaurin, qui enfin aussi, après des débuts timides en début de saison, ça y est, là, depuis 1 ou 2 matchs, il confirme, il est là, il revient en tant que receveur numéro 1. Et puis j'aime bien aussi le tie-end de Zach Ertz aussi, qui fait vraiment son taf et qui a un vrai impact à ce niveau-là. Et qui fait son taf aussi au niveau du bloc. On le voit si Robinson est aussi bon. Ça, Robinson, le running back, s'il est aussi bon, c'est aussi parce qu'il a un tight end bloqueur qui est très bon. Par contre, là où moi je vais mettre des réserves par rapport à ce match-là, c'est que la défense de Washington a beaucoup de mal face à la course depuis le début de saison. Et quand on sait que les Ravens font absolument que ça, la clé, elle est là. Après, ils peuvent encaisser des yards aussi. C'est possible qu'on voit un match où ça va encaisser des yards à l'appel, mais avec un Jayden Daniels sans feu qui est capable de marquer 30 ou 35 points et qui permet à son équipe de s'imposer à la fin. Mais je pense qu'ils vont un petit peu souffrir, ils vont un petit peu se faire rouler dessus par Derrick Henry et toute la clique. Eh ben alors, je suis d'accord avec toi. Je l'avais noté, mais je suis revenu un petit peu dessus parce que pour revenir à la semaine dernière, il y avait déjà cette petite allusion à faire quand les Ravens se sont allés se confronter aux Bengals. Et les Bengals, ils avaient un gros problème aussi au niveau de la défense au sol. Et on s'est dit, les Ravens, ils vont se faire plaisir, ils vont dérouler leur jeu au sol, ils vont littéralement éclater la défense des Bengals. Et finalement, ça ne s'est pas avéré si vrai que ça. Les Bengals ont réussi à résister, à être plutôt solides et à contrer le jeu au sol des Ravens. Donc, est-ce que pourquoi pas les Commanders pourraient pas réitérer l'opération aussi de leur côté, tu vois? Ouais, enfin bon, ils ont réussi, mais ils prennent combien 38 points, un truc comme ça. Ils prennent 38 points. Ouais, mais si à l'inverse, l'attaque aussi répond, tu vois. Moi, j'ai l'impression que ça va refaire un match Bengals-Ravens, tu vois. Ça va faire C'est possible, voilà. énormément Ça, de c'est points. totalement possible. Ça va être serré jusqu'au bout. Ça va peut-être finir en overtime avec. Vous en aviez discuté avec PA en overtime bizarre. Toi, tu es fan de ça, on le sait, Doug. Régal. Un régal. Et du coup, juste pour passer, parce que c'est cool de t'avoir au niveau de la ligne, parce que toi, tu aimes les lignes. On avait aussi un petit peu ce doute au niveau de la ligne offensive. Du coup, tu en as un petit peu parlé avec Zach Ertz, en tout cas, mais au niveau des blocs. Mais elle est plutôt pas mal, la ligne offensive des Commanders, pour l'instant. La très bonne pioche des Commanders, c'est Allegretti. Ouais. Qu'ils ont récupéré qui était un petit peu le couteau suisse du côté de Kansas City et qui là vient stabiliser l'intérieur de cette ligne. Donc non, c'est plutôt une bonne. En fait, on dirait que par rapport aux autres, même si Caleb Williams est quand même arrivé dans une équipe assez complète, il y avait quand même un peu de soucis sur la ligne. On dirait que c'est le QB qui est arrivé dans les meilleures conditions aussi pour le moment. La ligne était sans être élite, elle était correcte et ils l'ont un petit peu améliorée. Il a quelques cibles qui sont pas élites mais qui sont correctes et ça continue. Il a un bon jeu de course aussi. Et finalement, le duo Dan Quinn-Kingsbury marche pas mal. Donc on voit qu'il est aussi dans des bonnes conditions pour performer. Et cette ligne-là, ça en est un petit peu c'est le pouls en fait de cette équipe qu'on voit. Voilà, c'est pas élite, mais depuis en tout cas, à part les 2 premiers matchs où on a vu un peu Daniels devoir courir pour sa vie, ça s'est un petit peu stabilisé. Ouais. Non, tout à fait. Et puis il a une bonne gestion de la poche, je trouve aussi, Daniel. Ouais, carrément. Et puis il sait courir quand il faut sortir, donc non. Ça, ouais, il a les jambes, mais il a cette lecture où il sait quand rester dans sa poche et quand à un moment il y a danger et il faut en sortir. Il prend moins de chocs. Là où il me faisait peur, c'est qu'il a pris beaucoup de chocs sur les 2 premiers matchs. Ça avait fait rire Alex quand je l'avais dit. En plus, il est taillé comme un tuteur à géranium, mais c'est le cas. Voilà, le mec, c'est un flamant rose. Il est tout maigre. S'il prend des bus toute la journée, ça va pas bien se passer pour lui. C'est pas Josh Allen, quoi. Ouais, en effet. Bon, en tout cas, on verra. En tout cas, ça sera un match, on le verra pendant le 2 minute warnings, mais c'est un match dur à pronostiquer. Mais je pense que si vous voulez voir un match serré avec du point, le Commanders Ravens, faudra le regarder. Oui. Vous pouvez vous mettre à 19h dimanche. Je pense qu'il va occuper une bonne partie du Red Zone. Exactement.
Et du coup, hein, les Commanders, ils sont sur 4 victoires d'affilée et les Ravens sur 3 victoires d'affilée contre des bons clients donc, pour les deux équipes. Donc voilà, ça va promettre un gros match. Clairement. Du coup, Doug, on va pouvoir passer aux 2-minute warnings. J'espère que tu as prévu ta petite fiche de prono. Non, je vais faire ça au talent, mais j'avais talent. quelques idées. Donc, je t'évoque le match et puis tu dis qui tu vois gagner. T'hésites pas si tu as envie de dire pourquoi. On se permet, on n'est que 2, donc on va prendre un peu nos aises si on a envie de parler de 2 minutes du match, histoire de ne pas balancer un nom et puis merci, au revoir. Donc c'est parti. Donc Jacksonville, les Jaguars contre les Bears. Match de la peur, celui-là, un petit peu. Je vois quand même Jacksonville. Ouais, moi aussi, je vais dire Jacksonville parce que déjà, ils sont à Londres, ils sont chez eux. Et même l'année dernière, quand ça avait mal commencé, ils s'étaient réveillés à partir de Londres, en battant les Bills, si je ne m'abuse. Donc voilà, ils ont quand même montré. Alors, le dernier match, ils le remportent. Et le match d'avant, ils le perdent. Mais je trouvais qu'ils l'avaient perdu avec la manière. C'est toujours un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais je trouvais avec un meilleur visage. Donc je pense que Jacksonville peut le faire. Mais Chicago est pas mal en forme aussi. Ça monte en puissance doucement mais sûrement du côté de Chicago. Non ? Bof. Pas des doutes ? Non, pas trop. Je trouve pas. Ouais. Moi, je suis plutôt... après, c'était contre les Panthers le dernier match. C'est pour ça. Ouais. Et après, il y a quand même des belles choses. Les Panthers, même s'ils sont, un petit peu en dedans pour l'instant depuis ce début de saison. Ils sont dans un bel état, c'est tout. Ouais. En tout cas, force à eux. Les Cards contre les Packers. Ouais, Packers aussi, beaucoup plus complet, beaucoup trop solide, j'ai l'impression. Alors que les Cards défensivement, alors que ça allait mieux, ça s'est totalement écroulé. Et offensivement, c'est un bon match sur 2 en fait, où il y a des coups de génie de Murray avec Harrison. Et puis merci, au revoir. Du coup, le week-end dernier, c'était un match oui pour Murray. Ce week-end-là, ça va être plus compliqué. Voilà. Ouais, du coup, moi aussi, les Packers. Les Colts contre les Titans. Aïe, le match de division, c'est à Tennessee. Non, on va mettre Indianapolis. Les Colts aussi pour moi. J'ai l'impression qu'ils ont des meilleures ressources. J'ai pas regardé, c'est encore Flacco. Je crois que c'est encore, pour le moment, c'est annoncé encore Flacco. Donc c'est pour ça que je vais là-dessus. J'aurais peut-être pas mis ce résultat-là. C'est dingue, hein, mais on se dit, si t'as le QB1 qui revient, c'est peut-être pas... Il est peut-être moins bon que le remplaçant. Flacco, on est d'accord pour lui décerner le plus grand retraité de l'histoire au niveau du sport. C'est incroyable. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein, c'est une cure de jouvence, le mec. Le mec, à partir du moment où il a plus d'équipe et qu'il a été appelé en backup, c'est une renaissance. C'est Lazare. Il est ressuscité. Ouais, mais j'ai l'impression qu'en fait, il s'est dit maintenant, c'est que du bonus. On m'a appelé. Vas-y, je fais mes matchs. De toute façon, moi, j'ai déjà fait ma carrière. Donc, il a plus de pression. Et en fait, ça joue pour lui. En plus, il a l'expérience. Donc voilà, c'est tout bon. C'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, les Colts pour tous les deux. Les Texans contre les Patriots. Texans, Houston. Ouais, Texans aussi. Les Pats m'ont hypé en début de saison, mais ils sont un petit peu retombés. Le soufflet est retombé un petit peu. On peut d'ailleurs parler un petit peu vite fait, mais Drake May, du coup, ça va être sa première. C'est une erreur. Je le pense aussi. Il y en a pas mal aussi qui l'ont souligné. Je sais, moi j'ai vu un tweet de Scoot Valentin, donc de The Trick Play, le comparse de Ryan, qui était venu faire le bilan de ses Commanders. Oui. Donc Valentin qui disait aussi qu'il trouvait que c'était une erreur, et surtout contre une défense aussi puissante que celle des Texans, que ça va être peut-être c'est ça. Ça va être peut-être une boucherie, et un petit peu comme on dit. T'es pas pressé pour le mettre. T'es pas pressé pour le mettre, Drake May, même si c'est quand même beaucoup plus gros investissement que Rattler. Laisse-le sur le banc, laisse-le apprendre, laisse-le prendre le temps de bien comprendre le jeu, de prendre des snaps à l'entraînement, etc. Mets-le un petit peu dans un cocon et envoie-le quand il reste 4 matchs à la fin de saison, à la limite. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est beaucoup trop tôt, surtout contre les Texans.
Tu vois, dans les semaines, un petit peu plus loin, ça va affronter les Titans, les Bears, les Rams, les Dolphins. Peut-être plus le mettre à ce moment-là, Mais oui. mais clairement pas contre les Texans, quoi. Les Texans, il va se faire bouffer et ça va lui plomber déjà son début de carrière en NFL. C'est ça. Donc on est d'accord. En tout cas, on lui souhaite quand même un bon match. Mais Texans tous les jours. Les Bucks contre les Saints, du coup. Bucks. Alors ça me fait mal de le dire, mais voilà. L'autre équipe, pas les Saints. Donc voilà, ça sera pas les Saints. Je ne peux pas le Défaite dire. des Saints. Défaite des Saints. Mais ouais, non, je pense qu'on est trop touché et il faut se ressaisir et ce sera pas ce match-là en tout cas. Les Browns contre les Eagles. Eagles. Alors Eagles aussi, les Browns, ils sont terminés là. Saison terminée, on est d'accord. C'est la Bérésina. Voilà. Ça veut dire que même défensivement, ça suit plus. Je pense qu'ils ont un ras-le-bol. Ils en ont marre, les mecs. Ils ont lâché. Voilà, Deshaun Watson, on en parle, mais c'est pas on en parle dans Sports Illustrated, on en parle dans Voici, tu vois, pour les faits divers. C'est vraiment. C'est ça. Donc ils ont une épée de Damoclès, mais en fait qui est lâchée chaque semaine sur eux et du coup, ouais, dans Philadelphie tous les jours aussi. Ouais. Les Commanders contre les Ravens. Ah. Eh ben, tu sais quoi, pour le panache, je vais mettre les Commanders. Ouais. Moi aussi, j'ai mis les Commanders. Moi, c'est un peu le coup de poker parce qu'en plus, on est tellement des hommes de l'instant, putain. Ouais, mais non, mais c'est surtout que c'est du côté de Baltimore. C'est du côté de Baltimore, ouais. C'est les Ravens, ils sont bien mauvais. Mais je pense que Washington, ils ont un coup à jouer en fait. Franchement, j'ai l'impression qu'il va y avoir un florilège de points, mais que les Commanders, ils vont réussir. Et surtout, les Commanders, j'ai l'impression, tu vois, on en parlait un peu de Flacco qui a plus de pression. Les Commanders, eux-mêmes, ne s'attendaient pas à une saison aussi belle, en tout cas pour un début de saison. Ouais. Donc ils sont en lâcher prise, tu vois. Ils ont pas de pression. Pour eux, maintenant, limite, c'est du bonus, tu vois. Leur saison, elle est presque déjà réussie. Ils ont un bon ils ont déjà le nombre de victoires qui leur était prévu. Voilà, ils ont déjà le nombre de victoires. Ils ont un bon socle de joueurs. Ils ont trouvé leur QB référence. Le coaching staff, ça match. Donc franchement, les Commanders, ils ont déjà tout gagné cette saison. Donc les mecs, ils vont jouer en détente sans pression. On est d'accord. Les Chargers contre les Broncos. Eh ben, je vois les Denver Broncos à Mile High. Moi aussi, je vois les Broncos. Je remercie Trey. La semaine dernière, j'avais mis les Riders. Heureusement que j'ai changé mon vote. J'ai mis les Broncos. Les Broncos qui, ouais, je trouve aussi, ils sont super intéressants. Ils ont une très très belle défense. Moi je me rappelle de cette défense de 2022 qui avait craqué à la fin, qui s'était embrouillé même avec Wilson sur le bord du terrain, mais c'était une défense élite. J'ai l'impression qu'ils retrouvent de plus en plus ce panache là du côté de la défense. Et moi Bonix, j'aime bien. Bonix, ça prend le temps, voilà, il évolue depuis le début de la saison et il va monter en puissance aussi, et il y a 2-3 bons joueurs à tirer au niveau offensif, donc voilà. Ouais, Bonix fait le taf. Et puis sur la secondary, ils ont Pat Surtain 2 qui est le meilleur cornerback depuis le début de la saison sur la ligue. Donc voilà. Ouais, niveau défensif, c'est incroyable. Et Bonix, j'ai l'impression c'est la bonne surprise. Il était pick 13, non? Je crois que c'est ça, 13, 4. Ouais, dans ces eaux-là, je sais plus exactement, mais j'ai l'impression que c'est la bonne surprise parce qu'on disait beaucoup qu'il est très bien entouré du côté d'Oregon et que du coup le choc allait lui faire mal du côté de Denver. Bah finalement, il commence à donner tort à tout le monde et il s'adapte à son équipe. Non seulement il s'adapte, mais il s'affirme. On l'a vu un petit peu crier sur Peyton la semaine dernière. Donc, ouais, c'est vrai ça. Donc, c'est couillu le mec. Ouais, couillu. Bah, ils feront un rendez-vous avec Jalen Hurts pour faire un clash avec Peyton et puis Sirianni, ça va être beau. Ouais, il va pleurer encore. C'est ça. Les Steelers contre les Riders. Steelers, tous les jours. Steelers aussi. Nouveau bal des QB du côté des Riders. Je crois que c'est O'Connell qui reprend les rênes. Donc normalement, si ça se fait comme depuis le début de saison, du coup, O'Connell va prendre les rênes.
Et au 4e quart-temps, il y a Minshew qui va revenir, c'est ça à peu près parce qu'il... On en a parlé dans le rewind Ouais. avec PA, c'est catastrophique cette gestion. Donc ouais, les Riders, on sait pas où ça va. Il y avait ce côté l'année dernière où tu avais l'équipe qui était derrière le head coach. J'ai plus le nom là, j'ai un trou. Si tu l'as, j'ai plus le nom. De quoi? Le coach de qui? Le head coach des Riders, j'ai plus. C'était McDonald là ou un truc comme ça là. C'était Non, mais le nouveau, Mike. nouveau. Ah, c'est de maintenant là? Ouais. Ah, désolé, Ah on a putain. un trou. C'est pas. Non, c'est pas des mecs Ryan, si. Mais non, Demeco Ryan, c'est à Houston. Mais Non, non. c'est J'ai plus. c'est O'Donnell. O'Donnell, non? Non. Les Riders, je suis en train de chercher. Est-ce que tu as quelque chose à dire en attendant pour combler? Bah, pour combler, ils sont mauvais. S'il vous plaît, libérez Davante Adams parce que je l'ai en. C'est Antonio Pierce le coach. Antonio Pierce, désolé. Hein. Et Demeco libérer Ryan. Davante Adams parce que je l'ai en dynasty et pour le moment il est questionable et je perds beaucoup de points. Donc s'il vous plaît, tradez-le. Ouais. Donc Antonio Pierce, hein, tu sais, quand il est arrivé, il avait tout le soutien de son équipe et tout. Et on a l'impression, il y a des dires qui disent que ça se passe plus si bien que ça. Donc côté Mais oui. coaching staff, il y a un problème. Le coaching staff ne sait pas quoi faire de ses QB. Et de toute façon, ils en ont pas. J'aime beaucoup Garner Minshew, mais il faut quand même pas déconner. Il y a quand même mieux. Et puis, ouais, Devontae Adams, pareil, il y a la fracture. D'ailleurs, c'est marrant, ils vont jouer contre Pittsburgh. C'était une des destinations, pourquoi pas, de Devontae Adams, Oui. les Steelers. C'est Antonio Pierce, c'est l'animateur de colo cool là. Quand t'arrives, tu l'aimes bien les 3 premiers jours, et après tu te rends compte qu'il est un petit peu teubé parce qu'il a juste son Bafa, il fait ça tous les étés, et du coup tu te dis bon, ouais, on va pas aller bien loin avec lui quoi. Voilà, c'est ça. Alors que de l'autre côté, t'as Dan Campbell, lui, il te fait kiffer pendant 3 jours et puis il te ramène les packs de bière le soir, tu vois, il fait plaisir à tout le monde. Exactement. Voilà. T'es à l'armée les 3 premiers jours et après tu bois des binges et c'est cool quoi. Voilà. Parce que c'est Dan Campbell, quoi, c'est le boss. C'est ça. D'ailleurs. Et ben justement, en parlant de Dan Campbell, les Lions contre les Cowboys. Détroit. Détroit aussi. J'ai l'impression que sur le papier, c'est quand même plus complet. C'est dans une meilleure dynamique. Dallas, même si ça s'est un petit peu réveillé, ça se cherche encore. Donc ouais, les Lions aussi tous les jours. Les Falcons contre les Panthers. Falcons. Là, on est en plein NFC Sud, là. Hein. Ouais. Ça croise dans tous les sens. Ouais, bah les Falcons aussi. Hein. Les Falcons, malheureusement, ça me fait mal de le dire, mais j'ai l'impression que ça y est, ils se sont vraiment envolés. Et c'est du solide. D'ailleurs, les Falcons, 3 semaines d'affilée, là, qui se tapent les équipes de leur division. Hein. Mais, et ils gagnent. Et ils gagnent, donc c'est solide. Ils vont sûrement encore gagner contre les Panthers. Donc j'espère voilà, pas. Ben ouais, j'espère pas non plus. Même pour les Panthers, ça ferait plaisir. Mais après, d'un côté, si les Panthers gagnent et que du coup, nous, on ne gagne pas, on ne perd pas, mais on ne gagne pas, on sera au niveau des Panthers. Ça me fera un petit peu mal. Mais c'est comme ça. Les Bengals contre les Giants. Eh ben Bengals. Parce qu'ils n'ont plus le choix. J'ai mis Bengals, mais en vrai, j'ai vraiment hésité parce que les Giants, je trouve ça pas mal ce qu'ils proposent, ce qu'ils commencent à proposer depuis une ou deux semaines. On a pas un magnifique, mais on a un plutôt bon Daniel Jones. Si vous voulez en parler de Daniel Jones, vous allez en parler avec Trey. Vous lui faites un comparatif avec Trevor Lawrence et il sera content de vous sortir les stats, de les mettre en opposition. Il se fera un plaisir. Mais j'ai l'impression que pareil, ça va être les Bengals parce qu'ils sont au pied du mur en fait. Ouais, c'est ça. Ils sont au pied du mur et de toute façon, elle est pas belle leur saison pour l'instant aux Bengals. Il y a plein de problèmes. Et en partie, on en a parlé, c'est Zach Taylor. Donc les Bengals quand même. Et enfin, les Bills contre les Jets. Bills. Ouais, les Bills aussi. Les Bills aussi, on en parlait tout à l'heure. Saleh n'est plus là, mais c'était pas le problème principal, loin de là en tout cas. Des gros problèmes et les Bills, je vois pas comment ils peuvent perdre le match.
Bah, c'est surtout que les Bills, là, il faut qu'ils gagnent à force parce qu'ils ont perdu le week-end dernier face à Houston. Le week-end d'avant, je me rappelle plus exactement, mais ils ont aussi perdu contre les Ravens. Donc, ils sont sur 2 défaites d'affilée. Il faut repartir sur une série de victoires. C'est vrai. Donc là, pourquoi pas contre les Jets. En plus, ils font Jets et Titans. Tu vois, il y a de quoi se relancer normalement. Jets, Titans, Seahawks, Dolphins, Colts. Ah, ils peuvent se Faut relancer, engranger. être solides. Hein. Ouais. Faut engranger. Faut engranger, tout à fait. Et du coup, on rappelle que les Chiefs, les Rams, les Dolphins et les Vikings sont en bye week. Exactement. Bon week-end, Alex. Profites-en. Ton équipe ne va pas perdre. Exactement. Magnifique phrase pour clore cet épisode. À tes souhaits, Doug. Désolé. En tout cas, merci à toi de m'avoir accompagné sur cet épisode. Eh bien, merci pour avoir présenté ça. C'est très cool, encore une fois. Écoute, avec plaisir, toujours des problèmes de paramétrage. On vous parle un peu des backstage, là, comme on dit, Ça va. front office, mais ça va. On s'améliore. Il y a des boutons, on essaie d'appuyer sur tout, et puis au bout d'un moment, ça fonctionne en fait. C'est ça. C'est un petit peu comme certaines franchises NFL, finalement. On teste un peu tout, et puis au bout d'un moment, ça passera, et puis on sera en 1-16 et on sera content, en tout cas. C'est ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, comme toujours, les réseaux Twitter, Instagram, @lefrontoffice. Vous pouvez retrouver ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée, Deezer, Spotify, Apple Podcast, je ne sais quoi. Vous pouvez retrouver aussi cet épisode sur YouTube. J'allais dire pour voir nos têtes, mais sur Spotify, on peut voir nos têtes maintenant aussi. C'est incroyable. On viendra bien sûr aussi bientôt en live Twitch avec grand plaisir. Et puis surtout, n'oubliez pas, si vous voulez échanger, parler NFL avec une belle communauté, c'est du côté du Discord, le Discord du Front Office. Doug, merci. Merci à toi, bon week-end à tout le monde. Profitez bien de ces matchs. Bon week-end, serrez les fesses pour ceux qui ne croient pas en leur équipe. Et vive le football!